bienvenue à notre matinale. Ah, bienvenue à notre matinale de l'IEM. Évidemment, l'IEM vous présente tous ses meilleurs vœux de santé, de bonheur, de médiation réussie, de médiation en général. Alors, on commence très bien l'année parce que on a choisi un thème sur la médiation patrimoniale avec deux oratrices qui sont un duo de choc et de charme, dirais-je, et qui ont une formation très spécifique qui est très utile par rapport au thème qu'on va traiter. Pourquoi est-ce que c'est très spécifique? Alors, c'est pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais c'est à la fois des jeunes femmes dynamiques qui ont exercé dans des études parisiennes de notaires et qui sont diplômées notaires toutes les deux, et qui ont donc eu l'expérience difficile des successions où tout le monde se dispute, des liquidations de régimes matrimoniaux qui n'avancent pas, et qui ont également suivi la formation pour être médiateur familial. Et donc cette double casquette est extraordinaire puisqu'elles ont à la fois la compétence pour appréhender des situations juridiques très complexes, parce que la plupart de ceux qui se retrouvent confrontés aux termes notariaux d'une succession sont complètement perdus. On ne comprend pas vraiment ce que c'est que le quasi-usufruit, qu'est-ce que c'est que ci, qu'est-ce que c'est que ça. Et en plus, il y a une dimension humaine et émotionnelle particulièrement intense, puisque dans le cadre d'une succession, on se retourne sur le passé, sur les difficultés de l'enfance. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, on ressasse tout ce qui a pu se passer dans un couple qui aboutit à une séparation. Et donc, cette double casquette est très intéressante. Alors, ça, c'est un hommage à leur expérience professionnelle et à leur idée. Et leur idée, elle s'est concrétisée en 2015 par la création d'une structure qui s'appelle Mediacor et qui est spécialisée pour la gestion de tous ces problèmes. Et ce que j'ai trouvé très intéressant en vous rencontrant, Pauline et Caroline, c'est que vous avez une vision à la fois préventive et une vision curative. Vous allez nous expliquer tout ça. J'ai trouvé aussi très intéressant que vous soyez dans l'interprofessionnalité. Puisque quand moi j'avais fait mes études de droit il y a très longtemps, j'avais un prof de droit à la fac de Grenoble, Giverdon, qui disait on va faire un supermarché du droit. Il y aura dans les mêmes locaux un notaire, un avocat, un expert comptable. Ça n'a jamais pu se faire. On a des règles déontologiques et parfois on est concurrents, mais on a tous besoin de ces compétences-là dans les situations de médiation patrimoniale. Alors, j'en aurais fini de vous présenter avec quand même vos définitions sur votre site parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Le storytelling est fort. Pauline, vous citez Aristote en disant on ne peut défaire un nœud sans savoir comment il est fait. Donc ça, je trouve ça très intéressant. C'est pratique. Tout le monde peut le comprendre. Quant à Caroline, elle fait pas mal non plus parce qu'elle cite Confucius et elle dit, je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Donc je crois que là, on a vraiment tout résumé. On est au mois de janvier, c'est Janus, donc c'est la double tête qui regarde vers le passé, vers l'avenir. Vous pouvez maintenant nous présenter la médiation patrimoniale. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, retour d'expérience. Voilà, merci beaucoup de votre intervention. Et avant Merci. ça, et avant de passer à votre exposé, n'oubliez pas de poser toutes vos questions sur le chat, comme d'habitude. Voilà, qu'on puisse les poser ensuite et qu'elles aient des réponses. Merci beaucoup. Merci Catherine. Alors effectivement, bonjour à tous. Vous l'avez dit, c'est notre histoire qui explique notre pratique professionnelle d'aujourd'hui. Évidemment que dans le notariat, en plus, toutes les deux spécialisées en matière familiale, on a été confrontés aux conflits, aux tensions familiales. On a constaté, surtout en tant que notaire, qu'on était bloqué, qu'on ne pouvait plus avancer quand le conflit touchait la famille. Donc, on a constaté il y a une dizaine d'années qu'on n'était pas outillé finalement pour accompagner ces familles autrement que sur un pur plan juridique. On a vu aussi ce moment où on réfléchit à des propositions un peu différentes dans le notariat, des propositions patrimoniales, et on se souvient d'avoir été presque hors sujet, et donc on a compris que le nœud n'était pas là. Donc, c'est la raison pour laquelle l'une et l'autre, on a éprouvé le besoin de se former à la médiation, mais je crois que la plupart d'entre vous, vous êtes formés à la médiation. Donc, vous devez connaître cet appel de la médiation en se disant, ben, on a besoin d'être outillé, on a besoin de comprendre un certain nombre de choses, hop, on va se former. Alors, on a choisi, en étant dans la matière familiale, on a choisi la médiation familiale, on s'est formé, on est retourné à la fac, etc., pour obtenir ce diplôme d'état de médiation familiale. Et en fait, en se formant, on a appris plein de choses. On a appris déjà, notamment, que les tensions, les relations, le conflit familial, c'était une matière en tant que telle. Et donc, si on voulait proposer un accompagnement dans ce domaine, il fallait probablement y consacrer du temps, comme toute pratique. Et donc, on a fait le choix
un peu fou à l'époque, c'était il y a 10 ans, de la médiation et on a quitté le notariat. Donc voilà comment on en est arrivé là. Mais l'idée a été pour nous évidemment d'utiliser nos compétences passées dans le notariat. C'est la raison pour laquelle on a spécialisé notre cabinet sur la dimension patrimoniale de la famille aussi. Et nous, notre vraiment domaine d'intervention, c'est vraiment toute la symbolique de l'argent en famille, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe derrière quand les familles font leurs comptes, qu'est-ce qu'on règle comme compte? On règle tous les comptes, vous l'avez dit, on règle les comptes du passé aussi. Et donc, c'est vraiment l'idée de la médiation, c'est d'aller probablement déterrer, enfin en tout cas gratter un peu plus profond pour qu'ensuite le pan juridique, le pan patrimonial puisse être réglé, notamment par les experts avec lesquels on travaille beaucoup. Voilà, donc voilà notre histoire. En tout cas, c'est la raison pour laquelle on est là devant vous, c'est vraiment de vous expliquer au fur et à mesure du temps, avec ces 10 années de maintenant de pratique de la médiation, l'accompagnement qu'on propose aujourd'hui et la manière dont on travaille avec les familles. Voilà. Donc là, on peut afficher le plan. Voilà. On va vous passer quelques slides aussi Oui. pendant qu'elle parle pour vous. Oui, pour structurer un peu. Voilà. Donc, Là, je... vous pouvez avancer. ouais. Voilà. Voilà. Et donc notre raisonnement ce matin, il sera en 3 temps. L'idée, c'est de vous présenter évidemment la médiation patrimoniale et la particularité des domaines dans lesquels on intervient. Dans un second temps, ce sera le processus. Je pense à chaque médiation son processus. En médiation patrimoniale, on a un processus assez précis. Voilà, qu'on a expérimenté, ça fait 10 ans qu'on fait ça, donc du coup maintenant on a une manière de fonctionner qui est assez claire et qu'on vous partage. Et puis, dernière chose qui est clé, c'est que médiateur, on n'est absolument pas conseil. On a beau avoir des compétences notariales, pour autant, on ne donne ni notre avis, on ne donne pas de conseils. Et donc, du coup, sur des sujets aussi techniques que les questions patrimoniales, on a besoin de conseils. Et donc, on a besoin de vous, professionnels, raison pour laquelle on travaille en collaboration avec les professionnels. Voilà, comment va s'organiser ce temps d'échange de ce matin. Alors, la médiation patrimoniale, quelques slides pour voilà, que ça soit peut-être clair, les domaines d'intervention qui sont les nôtres. La slide suivante récapitule alors, le curatif, le préventif. Donc du coup, je rebondis Oui. sur ça en disant il y a enfin, il y a deux domaines. En tout cas, on a commencé en ne faisant que du curatif, donc on ne rencontrait que des familles qui avaient un conflit, un désaccord fort, un blocage. Et aujourd'hui, on a tout un pan de notre activité qui est consacré au préventif. Et donc du coup, c'était important, je pense, de vous le présenter, même si voilà, avec le temps, le préventif prend de plus en plus de place, mais ça reste une place moindre parce que voilà, c'est pas toujours évident de venir voir un médiateur quand on n'a pas mal. Et les gens viennent à nous quand ils sont bloqués. Et donc, c'est ça le curatif. C'est des gens qui viennent à nous sur un sujet très concret. Un blocage, c'est très souvent le blocage financier qui explique leur venue. Donc, c'est un blocage qui est donc apparent. Mais en réalité, la véritable raison du blocage, elle est relationnelle en famille. C'est parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'on s'entend pas, parce qu'on n'arrive pas à communiquer, parce qu'on n'arrive pas à se prendre en considération qu'on est bloqué. Et donc, vraiment, la particularité de la médiation, je vous apprends rien, mais je crois que c'est vraiment clé en médiation familiale et en médiation patrimoniale, c'est de revenir sur le nœud humain. Et c'est quelque chose où on y consacre un temps long, parce que si on ne revient pas sur l'origine du conflit, que chaque personne autour de la table n'exprime pas sa façon de voir les choses, on ne peut pas avancer ensemble. Je prends encore l'exemple d'hier, on était en médiation hier après-midi avec une famille de 7 enfants qui ne se parlent plus depuis 10 ans. Effectivement, ils ont des sujets très concrets à régler, le sort de la maison de famille en Bourgogne, le sort de différents biens immobiliers à Paris, les meubles de famille sur lesquels ils sont en désaccord, mais le véritable blocage, il est apparu effectivement du règlement de la succession au moment où on a des choses très concrètes à régler, mais quand on revient avec eux sur l'origine du blocage, elle date d'il y a 15 ans. 15 ans où finalement, tant que les relations sont compliquées, on arrive à faire avec, on se parle plus, on se voit plus, mais quand on a des sujets très concrets à régler, le blocage, il nous saute au visage et il va falloir qu'on se reparle, en tout cas pour régler des choses très concrètes. Donc voilà pour le pan curatif. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, donc comme l'a dit Pauline, on a vraiment débuté avec le curatif, notamment parce que ce sont les juges qui nous ont vraiment mis le pied à l'étrier. Donc on avait du haut conflit avec que des dossiers judiciaires. Et en fait, à force, comme le dit Pauline, comme on revient sur le conflit, l'origine, l'histoire familiale et l'origine du blocage, on a énormément entendu les familles nous raconter quand même le moment de bascule. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait évidemment des choses qui auraient pu être évitées, anticipées, des accompagnements probablement proposés plus en amont. Et c'est la raison pour laquelle on a évidemment travaillé
travailler sur le pan préventif, intervenir plus tôt. Alors, on parle, nous, de médiation préventive, mais on parle aussi souvent de médiation de projet. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, en fait, le conflit, bah, on y arrive à le régler quand il est là, mais en fait, le plus tôt est quand même le mieux, on ne va pas se mentir. Donc, remontons cette chaîne du conflit. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé. Alors, après avoir beaucoup fait avec les juges, on a fait avec les avocats avant les assignations. Et puis, on a fait aussi avant tout ça avec les notaires. Et puis là, notre idée, c'est aussi de faire avec tous les professionnels du patrimoine qui accompagnent, qui recommandent, qui conseillent, parce que ce sont les professionnels qui nécessairement vont identifier ce qui fait l'objet de médiation préventive, c'est-à-dire une communication assez fragile, c'est-à-dire qu'on voit quand même, quand on est professionnel, on voit les familles où il y a toujours un élément, un des enfants qui va être très silencieux, ou un qui, au contraire, dit toujours non à tout, etc. Donc ça, c'est des familles à la communication assez fragile, et donc nécessairement, ça peut être utile de leur proposer une médiation quand il s'agit de réfléchir à un certain nombre de sujets, notamment patrimoniaux. Et puis l'autre raison pour laquelle la médiation préventive est utile, c'est quand les sujets en tant que tels sont épineux, sujets sensibles. On sait que quand il est question de la transmission, particulièrement dans les entreprises familiales, qui va reprendre, c'est un sujet délicat, parce que là aussi se cache tout un tas de choses, hein. Quand on dit ça va être toi, bah, tous les autres entendent je t'aime moins, qu'on le veuille ou non. Donc du coup, je pense que c'est utile de réunir ces familles pour les aider à communiquer là où en fait c'est pas facile de se dire les choses. En matière préventive, là on a une famille actuellement de 3 enfants, les 2 parents, 8e génération de l'entreprise familiale, 8 générations d'hommes qui reprennent l'entreprise familiale, et cette fois-ci, le père est en train d'élire sa fille. Et donc là, pour le fils, eh ben, dis donc, c'est une sacrée nouvelle. Donc il vaut mieux, il nous sollicite, parce qu'effectivement, il faut avoir cette discussion de manière encadrée, ça va sécuriser, ça va ménager la famille. La particularité de la médiation préventive, contrairement à la curative, où là, on vient pour sortir du conflit qui est ultra polluant, la préventive, elle vient pour ménager l'entente, en fait, hein. C'est vraiment le gros intérêt des familles dans la médiation préventive, c'est que l'entente est encore là, et pour préserver l'entente, on vient travailler en médiation pour préserver l'entente, et évidemment pour ménager le patrimoine, parce que ce qu'on voit, c'est quand il y a un conflit, le patrimoine, généralement, Il souffre. il souffre beaucoup. Voilà. Alors, Slide suivante. Voilà. Et donc, du coup, les sujets, de la même manière, on pourrait diviser en 2 colonnes. On pourrait dire, il y a tous les sujets pour lesquels les gens viennent nous voir parce qu'ils sont bloqués, et tous les sujets qu'on peut aborder de ouais. manière préventive. Dans les sujets pour lesquels les gens viennent nous voir, et aujourd'hui, qui est là le gros de nos dossiers, c'est soit dans le cadre d'une séparation, soit dans le cadre d'une succession. C'est toujours un sujet familial, et la famille, c'est soit au sens large, c'est la fratrie, soit la famille, le couple et la fin du couple. Lorsqu'il y a un sujet de séparation, fin du couple, ça veut dire les gens viennent nous voir pour un sujet de liquidation de régime matrimonial et de désaccord. Alors souvent une très mauvaise compréhension du régime matrimonial qui a toujours existé. Et donc c'est vraiment la douche froide au moment où on explique la liquidation, parce qu'on n'avait pas du tout compris qu'on fonctionnait comme ça. Et donc on n'a pas du tout compris les incidences de nos choix. Donc et c'est important de pouvoir les accompagner sur un plan effectivement juridique, et ils le sont, mais sur un plan humain, de pouvoir dire à quel point c'est extrêmement injuste qu'on liquide comme ça au regard de nos choix de vie, des équipes qui s'est créées. Voilà. Donc la médiation, c'est venir dire tout le sentiment souvent d'injustice que le droit ne reconnaît pas. Voilà. Et la liquidation du régime matrimonial, c'est ça. C'est également le sujet. La prestation compensatoire, qui est un sujet extrêmement épineux et qui a beaucoup de sens ça a beaucoup de sens de le régler avec le sujet de la liquidation du régime mat. Parce que très souvent, enfin nous, en tout cas, on voit ça à Paris, c'est vraiment une enveloppe globale, liquidation de régime mat plus PC. Et donc, du coup, de pouvoir en parler ensemble, ça permet de savoir, voilà, qu'est-ce que chacun recueille à l'issue de la séparation. Il y a aussi tout ce qui est lié au Vous nous compte dites ce que c'est, d'indivision, PC? prestation compensatoire dans le cas D'accord. d'un divorce. Et tout ce qui est compte d'indivision et compte d'administration aussi au sein du couple suite à la séparation. Il y a souvent beaucoup de comptes à faire et peu de communication, donc extrêmement compliqué à faire. Après, dans le cas des fratries, et puis quand je dis fratrie, ça va plus largement, c'est-à-dire que ça peut être différentes générations qui viennent à la succession. Il y a des sujets qui sont liés au passé, donc tous les avantages des équipes qui sont nés de la vie passée et qui n'ont pas été mis sur la table parce que le sujet n'a pas été abordé en famille. Et donc, du coup, chacun a sa petite calculette invisible qu'il tient bien à jour. Et au moment de la succession, c'est le moment où on met ça sur la table. Et donc, on est soit très en colère, on ne veut plus parler à personne sans avoir pour autant dit qu'est-ce qui fait notre colère. Et donc, en médiation, on vient dire, eh bien, on va mettre les pieds dans le plat, on va en parler, on va prendre le courage d'en
parler, mais c'est nécessaire si on veut avancer ensemble et pouvoir le régler. Donc, retour sur les avantages passés, sur ces donations déguisées, sur ces donations pas dites, sur ces aides financières faites, sur tous ces enfants qui sont hébergés dans les appartements de famille, dans les maisons de famille, et pour autant que c'est pas comptabilisé et reçu comme une grande injustice par les frères et sœurs. L'attribution des biens, qu'est-ce qui revient à qui? Et très souvent ça, chacun a sa propre vision des choses, a entendu de ses parents des choses différentes, et donc on est convaincu en venant à la table que oui, c'était vraiment moi que les parents ont choisi, et pour autant on a tous ce sentiment-là, donc c'est là où on est confronté à un blocage. Donc en médiation, on vient mettre ça sur la table, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a compris. La gestion de l'indivision, quand on fait le choix de rester tous ensemble pour un temps donné, hein, c'est souvent pas éternel, mais en tout cas pour un temps donné. Voilà, donc c'est tous les sujets qu'on règle. Et puis après, il y a les sujets de transmission aussi d'entreprise, même au moment de la succession, quand ça n'a pas été prévu préalablement. Eh bien, on est obligé de s'y mettre à ce sujet-là. Voilà les sujets qu'on règle lorsque le blocage est visible et qu'on règle très souvent dans un climat de conflit, voire de haut conflit. Et à droite, vous avez les sujets plus préventifs, évidemment. En fait, tous les sujets préventifs, c'est généralement des sujets qui font que les parents acceptent de venir un peu rendre des comptes sur leur patrimoine. C'est vraiment là la différence, c'est que au moment du règlement d'une succession, hélas, il nous manque la parole du défunt pour expliquer ses choix, pour expliquer pourquoi les choses ont été faites de cette manière-là, ce dont souffrent énormément les enfants qui vont chercher à interpréter, à trouver des raisons, etc. C'est comme ça qu'on tombe dans des choses un peu impossible parce que quand la personne qui a agi n'est plus là pour le dire, et ben, en fait, ça donne place à tellement d'interprétations. Donc l'idée à droite, c'est vraiment de dire aux parents, et c'est vraiment nous le message qu'on porte, c'est de dire, en fait, c'est difficile, ça demande du courage, évidemment, cette conversation, mais c'est vrai que c'est un service à rendre à vos enfants, de leur expliquer la transmission telle que vous la voyez. C'est quand même l'occasion de dire, je transmets de cette manière, mais ça n'y voyez pas une préférence, c'est pas parce que je l'aime plus, etc. C'est évidemment au moment de la transmission, notamment de l'entreprise familiale, c'est l'occasion de dire, mais en fait, voilà la raison pour laquelle je choisis ton frère ou ta sœur pour sa compétence, le fait qu'il a toujours été avec moi depuis sa plus tendre enfance, etc. Et pour autant, je ne doute absolument pas de ta propre compétence dans ton domaine. Mais c'est des phrases qui font un bien fou, c'est assez simple, et pourtant on ne les dit pas. Donc c'est vraiment soulager la famille que d'avoir ces conversations en amont. Donc c'est vrai que tout ce tous les sujets liés à la transmission de patrimoine, c'est vraiment une bonne idée de venir en médiation pour le dire, parce que ensuite, sinon, vraiment, l'égalité ou l'équité installée par les parents ne sera pas forcément comprise. Ça, c'est vraiment des choses qu'on voit tout le temps. Une succession égalitaire, quand il y a un des enfants qui a énormément été là pour ses parents vieillissants, et ben, il trouvera la succession égalitaire extrêmement injuste. Et inversement, quand les transmissions sont plutôt équitables, c'est-à-dire en fonction des ressources de chacun, eh bien, certains vont trouver ça particulièrement injuste que de ne pas avoir la même chose que son voisin. Donc, vraiment, de pouvoir accompagner ces familles et ces parents surtout dans un discours et une explication de leur patrimoine, c'est vraiment super. Après, c'est pas facile. En fait, je peux pas vous dire que c'est facile, mais c'est l'intérêt d'être accompagné par des professionnels pour aider à dire les choses et éviter ensuite que les interprétations de chacun puissent s'infiltrer voilà, d'une manière ou d'une autre. Là, je vous donne un exemple de transmission de patrimoine immobilier qu'on a et qui a extrêmement bien fonctionné. Deux filles d'une trentaine d'années nous disent, voilà, mes parents, notamment ma mère, a hérité d'un très gros patrimoine immobilier. Les parents ont beaucoup transmis quand on était jeunes, notamment pour des questions de fiscalité, nous ont beaucoup transmis. Là, on arrive à la trentaine. On voit que le sujet patrimonial crispe, voire tend complètement nos parents. C'est un sujet qu'on a du mal à aborder. Pour autant, on est concerné puisque ça nous a été transmis. Aidez-nous à parler de ce sujet-là parce que quand on se rend compte, finalement, c'est source de tension. Bon, bah, ça, c'est une médiation préventive vraiment parfaitement illustrée. On a mis tout autour de la table et la mère, elle a pu nous dire pourquoi ce patrimoine lui brûle les doigts, pourquoi c'est compliqué, la manière dont elle a reçu, etc. Donc ça, c'est quelque chose que les filles ne connaissaient pas et une fois qu'elles ont compris ça, elles ont un peu tout compris et ensuite, on a réfléchi à comment les inclure petit à petit dans ce patrimoine-là. Voilà l'idée. Alors, Alors, le slide suivant, qui reprend finalement ce que je disais tout à l'heure dans le curatif comme dans le préventif, c'est-à-dire que en médiation, la particularité, c'est de revenir sur le nœud du conflit, et c'est-à-dire sur la relation, le blocage. Nous, on leur pose toujours la même question, et c'est assez processisé, mais ils sont obligés d'y passer, et c'est un engagement qu'ils prennent dès le début de la médiation. On leur dit, selon vous, quand est-ce que la communication entre vous s'est dégradée,
voire rompu, dégradé ou qui a commencé à avoir des difficultés à se comprendre, à se prendre en considération. J'allais dire même de point de vue préventif, on a toujours des petites choses qu'on a plus ou moins bien vécues, sur lesquelles on est passé outre. Je pense à une famille qu'on accompagne où, suite au décès des parents, l'un des deux remet en question la donation-partage en disant, mais finalement, j'ai été extrêmement facilitant au moment où on a signé la donation-partage, mais aujourd'hui, je me rends compte que je digère pas, je trouve ça je la trouve pas équitable, et donc, du coup, je vais pas pouvoir continuer comme ça à te parler et en même temps sans mettre ce sujet sur la table. Donc, on remet la donation-partage sur la table. Voilà une famille qui s'entend, mais pour qui ça fait 10 ans que l'un des deux se dit les parents ont fait quelque chose de très injuste. Donc vraiment l'idée de la médiation, c'est de se dire venons dire, alors ça demande, moi je dis toujours, ça demande beaucoup de courage, c'est très exigeant, mais on vient dire ce qu'on a sur le cœur, ce qui est important pour nous, pas pour se défausser sur l'autre ou pour régler laver son linge, mais vraiment dans un but constructif. Et donc nous on les amène à ça. Et ce que je dis souvent, c'est que les gens n'en veulent pas. Ils ne veulent pas parler du problème en profondeur parce qu'ils trouvent que c'est digne d'un rendez-vous de psy, ou c'est inutile, ou on perd du temps, c'est pas assez efficace, on veut une solution concrète tout de suite. Et pourtant, on leur dit, si vous vous engagez en médiation, il faudra passer par ce temps-là, parce que nous, on est convaincus que c'est la seule manière d'en sortir, et vous avez déjà essayé plein de manières, en allant chez votre notaire, régler les choses, et pourtant le droit n'a pas suffi. Donc si vous venez ici, c'est pour faire autrement, donc il faut se mettre dans nos chaussons et accepter notre manière de faire. Et donc c'est vrai que nous, on ne met pas en place la médiation quand les gens ne veulent parler, ne veulent qu'une négo. C'est pas l'endroit et c'est pas ce qu'on fait. Sinon, on n'a aucune valeur ajoutée également. Donc vraiment, c'est revenir sur où est-ce que se trouvent les racines des mots d'aujourd'hui. Alors, Slide suivante. on vous dit quelques mots du processus pour que ça soit peut-être concret et voilà. Donc là, l'idée, c'est ce qu'on vous dit en fait. Nous, l'idée de la médiation et la raison de la médiation, c'est de vraiment parvenir à un échange efficace. C'est-à-dire qu'ils sont concernés par un même sujet. Ils viennent en médiation avec l'idée de trouver une solution ensemble, donc de manière collaborative. Après, surtout sur le curatif, l'échange et la communication ne fonctionnent pas. Donc, ça va être le travail à mener en médiation. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir travailler ensemble. Avant de savoir quelle solution on choisit, il faut savoir si on peut faire ensemble. Donc, pour travailler ensemble, on revient, nous, sur mais qu'est-ce qui bloque, à quel moment ça a bloqué, pourquoi ça a bloqué. Ça va être vraiment l'occasion pour chacun de dire ce qu'il a sur le cœur. Ben voilà, moi, ce que j'ai vécu, voilà comment je l'ai ressenti, voilà ce que j'ai trouvé particulièrement injuste. Et à l'époque, je ne l'ai pas dit. C'est très souvent des choses qu'on entend. Je ne l'ai pas dit, notamment parce que les parents étaient vivants et par loyauté, pour pas faire d'histoire, je ne l'ai pas dit. Mais aujourd'hui, qu'ils sont décédés, je le dis. Ça, c'est vraiment des choses qu'on entend énormément. Donc, on les entend les uns et les autres sur où ça bloque et pourquoi ça bloque. Donc, je ne vais pas vous surprendre, ils ont souvent des moments très différents parce une lecture très différente de l'histoire, c'est évident. Et en revenant sur l'origine, après, on aborde les choses de manière chronologique. Comme ça, c'est l'occasion pour chacun, à défaut d'une bonne communication, d'expliquer la manière dont il a vécu les choses. Et on part du principe que, étant donné qu'ils ne communiquent pas, les autres vont découvrir ce vécu et ce cheminement de chacun. Donc, ça va être l'occasion de dire, bah voilà moi comment j'ai cheminé, et donc voilà avec quel sujet j'arrive aujourd'hui, et voilà quelle est ma position d'aujourd'hui au regard de mes évolutions et mon raisonnement passé. Donc ensuite, on arrive vraiment à lister des sujets à régler. Alors ça, vous connaissez la médiation, il faut qu'ils aient des sujets communs à discuter, parce que sinon, on peut pas discuter en médiation. Donc, on s'assure que tout le monde est d'accord sur la liste des sujets qu'on va aborder, et puis après, on les aborde les uns après les autres. En médiation patrimoniale, c'est assez technique, et donc du coup, on a vite fait de d'emmêler tous les sujets, de compenser sans véritablement dire qu'on compense, c'est un peu des évidences, etc. Les compensations, c'est des évidences pour personne. Donc du coup, on remet tout à plat. Comment vous arrivez à vos chiffres, comment vous faites vos calculs, pourquoi ça vous semble juste, pas juste, etc. On essaye de comprendre vraiment les raisonnements de chacun pour qu'ensuite on puisse réfléchir ensemble à une zone commune qu'ils vont trouver. Alors on les aura tout au long de la médiation préparée à la nécessaire souplesse. C'est évident. En médiation, on ne fait pas de magie et on ne vient pas convaincre. Donc, celui qui est absolument archi convaincu qu'il a le bon raisonnement et le bon chiffre final, très probablement qu'il va être déçu, mais pour en sortir, on aura interrogé sa motivation. Pour en sortir, il sera prêt à bouger. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Et ensuite, on travaille, on réfléchit de manière collaborative à toutes les options, tout ce qui va être possible, là où les efforts seront possibles, là où les limites seront atteintes, etc., pour arriver à une solution. À partir de la troisième bulle,
c'est un moment où nous, on a extrêmement souvent des experts. Parce que, en fait, une fois que eux, ils ont fixé les bornes, leurs limites, leurs besoins, etc., on va avoir identifié un certain nombre d'options. Il est extrêmement fréquent en matière patrimoniale qu'on ait besoin d'un professionnel pour dire les conséquences de chaque option, de chaque choix, ce qui est possible, pas possible. Alors, quand derrière, il y a un notaire instrumentaire, très souvent, on va intervenir à peu près à ce stade-là pour qui valide. C'est évident qu'on ne va pas lui faire régulariser un acte avec lequel il n'est pas en accord, le notaire instrumentaire. Donc, il faut le solliciter dès ce moment-là. De la même manière, c'est des médiations où nous, on a beaucoup les experts comptables, notamment les fameux sujets de la valorisation de la société ou de la valorisation immobilière. 100% des dossiers, celui qui reprend a une valeur inférieure à celui qui vend. Ça, c'est 100%. Donc, l'idée, c'est d'être confronté à cette réalité d'un professionnel neutre, extérieur, etc., qui va pouvoir parler d'une même voix à tout le monde et dire, bah voilà, la réalité, voilà moi, mon point de vue, etc. Donc ça, c'est généralement très aidant, voilà, d'aller chercher vers les experts les conseils à ce stade-là. Et puis ensuite, les points d'accord, soit signés en médiation parce que le cadre convient à tous, et nous, on a très souvent les avocats en médiation qui rédigent en médiation, soit le relais est pris par le notaire, par les avocats, par les conseils, etc. Donc voilà comment ça fonctionne. Et ensuite, on a le déroulement, mais peut-être rapidement, parce que je crois qu'on est un peu... Mais oui, je pense je vais le dire en 3 phrases. Je vais être hyper succincte. Le déroulement, c'est on a un temps très long de mise en place de la médiation, surtout quand elles sont conventionnelles. Et quand elles sont ordonnées par le juge, oui, ça va assez vite. Quand elles sont conventionnelles, ça prend énormément de temps. Je prends l'exemple d'hier où ils ont pris contact avec nous au mois d'août. On les rencontre pour la première fois au mois de janvier. Ça dit 7 enfants, X coups de téléphone. Ça commence par de l'individuel. Ensuite, c'est une information collective. Ensuite, c'est de nouveau des appels pour nous dire finalement je doute, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc c'est extrêmement long, il faut être prêt à investir du temps là-dedans, mais c'est notre patience qui permet très souvent à chacun de pouvoir s'engager. Après un temps de nouveau individuel, qui sont les entretiens préalables et individuels, on rencontre chacun individuellement pour comprendre son point de vue, pour créer une relation de confiance, parce que venir se réunir quand on s'entend pas, c'est extrêmement difficile. Et donc il faut au moins être à l'aise avec le médiateur et se dire qu'on a son soutien, sa compréhension. Donc ce temps individuel, il est essentiel. Il est essentiel pour nous aussi parce qu'on vient s'assurer qu'on a affaire à des gens qui sont capables d'une petite ouverture. Alors ils sont rarement capables d'une grande ouverture, mais s'assurer d'un tout petit peu de souplesse parce que la personne qui vient en disant, écoutez, je compte sur vous pour le convaincre que j'ai raison, ça, il franchit pas l'entretien individuel. Enfin, en tout cas, il passe pas à l'entretien collectif. On s'engage pas dans de telles, sinon c'est une déception pour tout le monde, ça finit par se retourner contre nous. Donc vraiment, on est extrêmement vigilante à sonder la capacité des gens à bouger. Et ensuite, on ne fait que du collectif. Donc c'est vraiment, et on leur dit toujours, quand vous êtes tenté de nous appeler entre deux entretiens, ne le faites pas parce que nous, on ne fait que du collectif. Donc on se dira tout en présence des autres pour éviter de tomber dans quelque chose qui n'est pas du processus de la médiation. Voilà le déroulé. Et pour finir, la collaboration des professionnels, ça c'est vraiment essentiel pour nous, mais j'en ai déjà dit un mot. En fait, tout au long de la médiation, les professionnels ont une place. C'est-à-dire que déjà avant la médiation, nous, le très gros de nos dossiers nous sont adressés par des professionnels. Alors beaucoup les avocats, on a pas mal les notaires, on a là pas mal de conseillers en gestion de patrimoine, etc. Les gens qui viennent à nous directement, c'est quand même, ça représente peut-être 5% de notre activité. Le reste, c'est vraiment les professionnels. Donc déjà à l'entrée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les professionnels, nous, on a besoin vraiment que les frontières soient extrêmement nettes parce que sinon, on va se marcher, on va pas comprendre qui fait quoi. Nous, on intervient souvent quand les professionnels ont déjà pas mal essayé d'avancer, essayé de travailler sur le plan assez technique. Donc, c'est pas, n'y voyez pas quelque chose de péjoratif, mais peut-être plus en surface. Et nous, on arrive en constatant que ce travail, je ne sais pas, financier, patrimonial, juridique, n'a pas suffi et que probablement il va falloir aller un peu en profondeur. Donc, c'est généralement la raison pour laquelle les professionnels nous sollicitent en disant, moi, je suis bloqué dans mon travail, je ne peux pas. Alors, beaucoup les notaires en disant, j'en suis au 45e projet de partage, je ne le signe pas. Bon, bah ça, évidemment, ça veut dire, oh, il va falloir quelque chose d'autre, proposer autre chose, parce que le simple pan juridico-financier ne suffit pas. Donc, on a énormément les professionnels. Donc ça, ce qui est important, c'est que le professionnel, il va, et on en reparlera éventuellement avec vos questions, il va devoir dire, là, je ne suis plus compétent, là, je n'y arrive plus, il faut un tiers. Donc voilà, donc à l'entrée de la médiation, on collabore. Vous pouvez mettre la slide d'après, même si ça n'apportera pas grand-chose de plus. Donc on collabore beaucoup avec les experts du droit, avec les experts du
patrimoines, donc avant la médiation. Pendant la médiation, comme je vous l'ai dit, parce que comme on n'intervient pas du tout en tant que conseil, nous on écoute, on est là, on s'assure de bien comprendre, on s'assure que tout le monde comprend bien le même message, mais nous ne sommes pas là pour conseiller. Donc nécessairement pendant la médiation, étant donné qu'on va aller sur des solutions patrimoniales, il va falloir un expert à un moment ou à un autre. C'est vraiment extrêmement fréquent. Et puis ensuite, à la fin de la médiation, parce que la mise en œuvre des solutions, c'est toujours des experts professionnels. Donc du coup, tout le long de la médiation, et puis ce qu'on a beaucoup, nous, comme professionnels avec nous, ce sont les avocats en médiation. Parce que nous, on a constaté, alors on ne le contraint pas les gens à la présence de leurs avocats, mais c'est vrai qu'on a constaté que des avocats présents du début à la fin en médiation, ils suivent tous les échanges, ils comprennent, ils entendent le point de vue de l'autre. Et quand il s'agit de rédiger les accords, tout est extrêmement fluide. Je pense que c'est au final un gain de temps pour les gens. Voilà, ça n'est que mon point de vue, on ne l'impose Et, pas, mais c'est vrai et que une forcément, sécurité. C'est et une une sécurité sécurité. parce que les avocats, très souvent, c'est eux qui nous amènent les personnes, donc ils connaissent tout le passé et ils vont se mettre, entre guillemets, à niveau en découvrant le passé de l'autre, Mhm. qui est présent en médiation. Oui. Et du coup, c'est un énorme gain de temps quand il faut rédiger parce que ils sont vraiment dans le spirit médiation grâce à tout le travail qu'on a fait tous ensemble et de manière collaborative. Et puis très souvent, les avocats, ils échangent alors, simplement des documents, pas le contenu, mais des documents entre les rendez-vous. Ils coachent leurs clients, donc c'est un gain de temps pour les personnes qui, du coup, je pense, grâce aux efforts de tous les professionnels, trouvent une solution plus rapidement. Mhm. Voilà. Merci beaucoup, bravo. On a beaucoup de questions, donc je propose